Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'émission. Aujourd'hui, des entreprises bruxelloises rayonnent à l'étranger, des maisons parfois historiques de Bruxelles, des PME, des enseignes en tout cas, qui exportent leur savoir-faire et qui défendent les couleurs de Bruxelles aux quatre coins du monde. Vous allez voir qu'on ignore parfois l'existence de ces entreprises qui se trouvent peut-être au coin de votre rue. En tout cas, ce n'est pas le cas de la Maison d'Andois. Bonsoir Alexandre Elson. Bonsoir. Alors vous représentez cette enseigne, on ne présente plus évidemment les biscuits d'Andois, les spéculoos entre autres qui ont fait un petit peu la renommée de la maison. Les biscuits d'Andois, juste pour un tout petit peu rappeler, ils existent depuis 1829. Tout à fait. Et vous êtes la 7e génération. 7e génération à la tête de cette maison. Donc vous perpétuez un petit peu l'histoire familiale, mais en même temps vous êtes venu un peu dépoussiérer cette enseigne. Expliquez-nous. Tout à fait. Mais donc, on s'est basé il y a 3 ans sur les valeurs du passé et l'authenticité de la Maison d'Andois pour la projeter un petit peu dans le 21e siècle et aujourd'hui. Et donc, ça nous a permis d'évoluer. Voilà, on voit quelques images ici de la boutique qui se trouve à Louise, avec nouveau logo. C'est un peu une nouvelle façon de pouvoir entrer dans l'univers d'Andois que vous proposez. Tout à fait, c'était essentiel pour nous de la moderniser un tout petit peu, qu'elle vive avec son temps. Je pense que l'histoire est primordiale, on base beaucoup de choses dessus, mais il faut savoir vivre avec son temps. Et donc la modernité qu'on a rajoutée dans le magasin, là qu'on voit à l'écran, permet justement un petit peu d'humour, un petit peu plus de design, etc. qui est important parfois peut-être un petit peu plus décalé. Exactement. Aussi. Alors, on va voir qu'en fait, l'exportation, finalement, chez d'Andois, elle est volontairement limitée et cadrée. Expliquez-nous, ça représente combien de votre chiffre d'affaires? En effet, actuellement, l'exportation représente moins de 10% du chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas énorme, comparé à vos invités ici autour de la table, pour la simple raison que notre modèle s'exporte plus difficilement, parce qu'on décide de le faire via l'ouverture de certaines boutiques. Et l'ouverture de boutiques demande beaucoup de fonds, d'argent, d'une structure aussi importante pour la gestion. Et ce qui fait que, voilà, ouvrir une boutique à l'étranger, à terme, est un rêve. J'espère qu'on y arrivera. Il y a déjà une boutique quand même à Tokyo. On a un premier partenariat à Tokyo, et c'est là qu'on s'est rendu compte justement un petit peu des limites et de la complexité que c'était d'opérer une boutique à 6000 km de Bruxelles. Voilà. On verra dans quelques instants les difficultés et les investissements aussi que ça représente d'aller comme ça à l'étranger. Je me tourne maintenant vers Isabelle Amburger. Bonsoir. Vous représentez la Maison Vervloet. Oui. C'est aussi une belle histoire de famille. La Maison Vervloet, elle est là. La Maison Vervloet, on est de 1905. Moi, je suis la 4e génération. Et c'est un petit peu à la même enseigne que chez Alexandre. Nous aussi, voilà, on nous parle toujours d'une maison traditionnelle, d'un savoir-faire qui ne change pas, ok. Mais c'était souvent, cette ancienne maison. Et je trouvais ça tellement lourd de constamment entendre ce terme-là. Et donc, on a décidé, il y a 3 ans également, de commencer à réfléchir sur la nouvelle image que l'entreprise pouvait avoir, sans, bien sûr, laisser tomber les artisans. Alors, on voit quelques images, on va quand même préciser, Maison Vervloet spécialisée en accessoires de porte, et notamment les poignées de porte qu'on voit ici, qui sont réalisées souvent par des designers. Ça, c'est le pop-up store de Bruckmann. Ça, c'est le pop-up store de Bruckmann, oui. Vous êtes encore présente là? On était encore présent pendant un bon mois là-bas. Et ça, c'était aussi quelque chose que je voulais faire parce que c'était vraiment casser l'image traditionnelle de l'entreprise où on a nos bureaux qui sont tout près ici à Molenbeek avec un très grand showroom. Mais c'est lourd. Voilà. Et donc cette boutique-ci, ça nous permet de présenter les choses différemment, de présenter aussi des pièces dans le lifestyle. On commence à faire des pièces aussi qui n'ont rien à voir avec la porte. Et donc de parler de nous différemment. Alors justement, l'exportation pour la Maison Vervloet, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? Ça peut représenter jusqu'à 85% certaines années. Donc c'est énorme ça. C'est énorme, on exporte depuis les années 70. D'accord. Donc ça fait déjà, c'est déjà une belle expérience. C'est une belle expérience.
plus qu'utile aujourd'hui, oui. D'accord. On verra aussi alors où vous allez, où vous faites connaître Bruxelles à l'étranger. Je vais maintenant me tourner vers Myriam Jacquemin de la maison Mercura, l'entreprise Mercura. Alors vous êtes installée ici à Bruxelles, à Berchem-Sainte-Agathe. C'est peut-être une entreprise qu'on connaît un petit peu moins. Quelle est votre spécialité? Parce que c'est très spécifique ce que vous faites là. Effectivement. Donc en fait, nous fabriquons des chariots en aluminium pour 3 secteurs d'activité, donc le secteur médical, le secteur hôtelier et le secteur des bateaux de croisière. D'accord, il faut donc savoir, là... voilà, c'est un secteur tout à fait spécifique dans lequel nous sommes vraiment bien présents puisque nous travaillons avec des très grandes compagnies internationales de bateaux. Et donc nous venons d'ailleurs d'équiper le dernier bateau qui est parti de Saint-Nazaire pour le groupe MSC, donc voilà. Alors on a vu à l'image quelques exemples de chariots, effectivement, qu'on a l'habitude de voir à l'hôpital ou dans les hôtels, un peu partout. Justement, est-ce que pour vous aussi, l'exportation, la présence à l'international, elle est importante chez Mercura? Très très importante puisqu'elle représente 2/3 de notre chiffre d'affaires. Et donc qu'on espère évidemment développer, et ça fait partie du futur. Mais c'est vrai qu'elle est très importante, et je vais dire qu'elle ne date pas d'hier, mais on l'a reboostée depuis la reprise de Mercura par Paul Coupet, donc le nouveau CEO de la société. Et c'est vrai que ça a donné une image tout à fait nouvelle de l'entreprise. Et récemment, donc, on a ouvert 2 nouvelles filiales, en Suisse notamment, et au Canada. Donc ça a vraiment effectivement donné un nouvel élan à l'entreprise. Voilà. Très bien. Et puis maintenant, je vais me tourner vers les savonneries bruxelloises et Bastien Haché. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ici aussi sur ce plateau. Les savonneries bruxelloises qui se trouvent, elles, à Laken. Absolument. Une maison historique également. Oui, on vient de fêter nos 90 ans l'année dernière. Donc les savonneries, elles existent à Laken depuis 1926, donc toujours dans le bâtiment d'origine, 1200 mètres carrés. Et là-bas, on fait du savon pour des commanditaires aux 4 coins du monde, donc de la fabrication en marque propre. Des grandes marques, c'est ça? Oui, plein de marques, en fait, des marques plutôt cosmétiques ou alors des hôtels également. Donc tout qui veut développer son propre savon à son effigie peut venir trouver notre savoir-faire aux savonneries bruxelloises à Laken. Et depuis 2010, on a lancé notre propre gamme de savons estampillés savonnerie bruxelloise, avec toute l'expertise et le savoir-faire qu'on avait pu acquérir là aux savonneries depuis le début en fait. D'accord. Et donc tout est fait ici à Laken, dans votre atelier. On en voit là quelques images aussi à l'antenne. Ça c'est important aussi que ce savoir-faire il est vraiment réalisé ici. Comme je le disais, peut-être au coin de notre rue, parfois on ne le sait même pas. Et ce sont des savons ici pour le coup qui s'exportent un peu partout. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Depuis le lancement de la gamme savonnerie bruxelloise, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas au courant en fait de l'existence de ce savoir-faire qu'on a ici à Bruxelles, juste derrière le coin. Et donc maintenant, les gens sont de plus en plus au courant. Et depuis l'année dernière, on a même reçu le brevet de fournisseur du Palais Royal. Fournisseur officiel. Du Palais donc Royal. Les gens connaissent de plus en plus. Et ils sont sensibles à ça. C'est dans l'air du temps, le local, quelque chose de bonne facture, de bonne qualité. Et voilà, les gens viennent rechercher ce savoir-faire chez nous. Et justement, quelle image on peut avoir de vous, bruxellois, belges, à l'étranger, par rapport au savoir-faire, là, dans le savon, en l'occurrence? Disons, ce qui plaît davantage, c'est vraiment notre know-how et la taille critique de notre entreprise. Disons qu'on a un niveau dans notre usine de production qui permet d'avoir une grande flexibilité dans les productions. Beaucoup d'acteurs dans la fabrication de savon ont des grandes usines. Maintenant, ce sont des acteurs qui sont regroupés pour des grosses productions. Et nous, aux savonneries bruxelloises, on peut déjà produire à partir de 100 kg, ce qui, au niveau de la production, n'est pas un ticket d'entrée trop élevé. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors justement, par rapport à ce savoir-faire, à ce côté unique, cette authenticité, c'est ça aussi qui plaît, parce qu'on parlait d'exportation limitée, mais vous êtes quand même très présent chez Dandois, à l'étranger, dans des corners, chez de grandes enseignes aussi. Oui, c'est sûr. C'est ce qui fait vraiment l'unicité que les gens viennent rechercher. On est présent à Paris, à Londres, à New York, au travers des department stores. Et c'est ce spéculoos, c'est ce savoir-faire local que les gens viennent vraiment chercher.
Alors, c'est vrai que en Belgique, on est très connu pour tout ce qui est, je veux dire, maison de bouche, que ce soit le chocolat, les biscuits. Donc, quelle image on a quand on vous voit, quand on vous accueille à l'étranger, que ce soit à New York, à Tokyo, à Paris Il y a toujours un sourire derrière, ça c'est la première chose, parce que le produit qu'on travaille fait plaisir. Et, évidemment, un petit plaisir commence, sucré, exactement, ça commence toujours par là. Et après, on a aussi une image qui est volontairement un petit peu décalée, un petit peu joueuse. Et donc, et c'est le côté un peu belge, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qu'on revendique et avec lequel on joue dans notre communication. Et les gens sont sensibles à ça. À Paris, je sens que pour l'instant, il y a de plus en plus un attrait pour Bruxelles de manière globale et pour nous, pour nos produits aussi. Et vous avez un projet là, je pense d'ailleurs, avec les Galeries Lafayette. Oui, donc on était présents de manière un peu plus timide chez eux, dans un rayon, alors que normalement nos produits sont dans une boutique. Et on va faire un vrai pop-up à l'occasion des fêtes de fin d'année, un corner dans les Galeries Lafayette. Donc c'est vrai. Ça, c'est une façon aussi de se développer à l'étranger. Il y a d'autres projets peut-être. Pour nous, c'est là vraiment la priorité, c'est ça, avant d'ouvrir une boutique, c'est d'abord aller au sein de ces grandes enseignes-là et d'acquérir petit à petit un espace, d'avoir un corner à l'année qui permet vraiment d'avoir cette expérience et créer ce contact auprès des clients qu'on n'a pas dans un rayon parce que nos produits ne sont pas... Parce qu'il y a un univers, il y a un état d'esprit d'Andois. C'est facile alors de l'exporter. Justement, ça demande plus d'infrastructures et plus d'espace. Ça demande des gens, ça demande d'avoir des comptoirs à biscuits parce que c'est ça qui est le plus gourmand, de l'expérience. C'est quelqu'un qui peut relater ce savoir-faire et relater la manière dont on travaille, relater la composition des produits, les matières premières, comme on l'évoquait, qui sont terriblement importantes. Donc, c'est sûr que toute cette expérience globale qu'on a envie d'amener aux clients, voilà, il faut des espaces de plus en plus importants. Donc voilà peut-être une des difficultés alors pour Dandois. Exactement. Pour la maison Overvloed, Isabelle, je vous voyais acquiescer quand Alexandre parlait du côté on vous accueille avec le sourire, l'authenticité peut-être du belge, du bruxellois. Vous le ressentez avec la maison Overvloed? Même si on ne nous déguste pas. C'est plus difficile, les poignées de porte. On ne fait que nous toucher. Mais oui, vraiment, depuis, on expose maintenant depuis à peu près 12 ans à Paris au salon Maison et Objets, et je remarque, mais vraiment, je vais pas exagérer, un enthousiasme, mais dès que c'est une maison belge, c'est vraiment comme si c'était un réel plus. Oui. Une image sérieuse, de qualité, c'est vraiment toujours très positif, vraiment positif. Ça vous le ressentez aussi, Myriam, chez Mercura? Exactement, c'est vraiment, les personnes apprécient effectivement notre qualité positive, quoi. Effectivement, la qualité de nos produits, leur durabilité, la durabilité des produits qu'on leur propose, et c'est ça qu'ils viennent rechercher, et aussi la flexibilité, je rejoins ce que vous disiez, parce que c'est vrai qu'on est flexible, on essaye de répondre vraiment aux demandes spécifiques du client final, et je crois que c'est ça qui fait aussi la spécificité de nos produits et le label belge, en fait. On essaye vraiment d'apporter une valeur ajoutée, en fait, par rapport à ce que l'on produit. Disons qu'un élément sur lequel, qui n'a pas d'importance, entre guillemets, c'est le prix. On a déjà eu des clients qui essayaient une production ailleurs, dans une autre fabrique, et ils faisaient une production et puis ils revenaient chez nous. Parce que pour eux, un client perdu dans un magasin, c'est difficile d'aller le rechercher. Donc c'est très important pour nos clients, pour les clients de savonnerie bruxelloise, d'avoir une continuité dans la qualité du service qu'on leur donne et des produits. Ouais, et ça, je crois que c'est un point commun ici sur le savoir-faire, mais la qualité aussi des matériaux que vous choisissez. Et simplement, Isabelle, pour revenir à la maison Overvloed, vous parliez de salon à Paris. Vous êtes présent surtout dans quel pays, en fait? On est présent, je ne vais pas dire majoritairement, mais presque au Moyen-Orient, en Russie, aux États-Unis. Il y a aussi le monde du yachting, parce que les yachts, on ne dirait pas, mais ils ont besoin de beaucoup de poignées de porte et de boutons et d'accessoires. Et on revend beaucoup aussi via la France et via l'Angleterre, et ça repart également au Moyen-Orient. Et qui sont vos clients? Est-ce que j'ai vu que vous aviez travaillé notamment pour un hôtel ou pour quelques hôtels, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Là, on a eu la chance de pouvoir fournir le Peninsula à Paris, qui était vraiment un magnifique projet. Nos clients sont, en fait, on a vraiment tout type de clients. On a les architectes, les décorateurs, les prescripteurs, qui est un métier qui n'existe pas vraiment chez nous, les menuisiers et le particulier.
D'accord. Mais donc, ils viennent vous chercher parfois de très loin pour un projet spécifique. Oui, ils peuvent faire l'aller-retour de Kuala Lumpur, de New York, de Beyrouth. C'est assez marrant. Chaque fois qu'ils arrivent, je suis toujours surprise. Je trouve ça génial, mais je suis quand même toujours surprise de voir que quelqu'un prend 24 heures pour venir choisir ses poignées de porte. Donc, voilà, on vient vous chercher, quoi. Oui. Ça, c'est gagné, évidemment. Oui. Et ça aussi, vous le remarquez avec les savonneries bruxelloises? Tout à fait. Il y a des gens qui viennent d'Iran, même de Chine. Donc ça, c'est encore plus gagné. Enfin, c'est génial de pouvoir aller aussi loin. La Chine, qu'on connaît souvent pour voilà, des productions qui jouent beaucoup sur le prix, mine de rien. Voilà, nous, on vient nous chercher pour notre qualité. Donc c'est vraiment là qu'il faut se différencier. Alors, vous travaillez, vous, pour de grandes marques, et notamment à l'étranger, mais avec la production savonnerie bruxelloise, ce que vous produisez en votre nom propre, vous êtes aussi très présent à l'étranger et à l'export. Tout à fait. Donc on commence depuis 2010 avec cette gamme qui évolue, qui maintenant compte plus de 24 références, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est vrai qu'on a maintenant des points de vente partout. En Australie, on va commencer la distribution en Corée du Sud, au Japon, depuis l'accession au titre de fournisseur de breveté de la Cour. Voilà, c'est un gage de qualité dont ils sont friands. On est également au Canada, en Angleterre, en France, au Portugal. Donc la gamme savonnerie plaît aussi. Voilà, et fait le tour du monde. C'est le cas aussi pour Mercura. Alors vous parliez des bateaux de croisière, tout à fait. Mais il y a aussi de grands hôtels qui travaillent avec vous. On exporte dans 72 pays à travers le monde en fait. Donc par un réseau soit de distributeurs ou par nos filiales. Donc comme j'expliquais, la Suisse, maintenant le Canada. Et c'est vrai que dans les pays européens, on a nos réseaux de distributeurs qui proposent nos produits. Et c'est vrai que ça donne une image de Mercura, je vais dire, très cosmopolite quand même. Et 72 pays, et tout est produit ici à Berchem-Saint-Agathe? Ici à Berchem-Saint-Agathe, oui. Et parfois, il y a des anecdotes comme par exemple l'hôtel Armani à Milan, qui est quand même un hôtel de haut niveau, c'est quand même un 7 étoiles, qui nous demande un chariot et qui demande la couleur noire Armani. Donc il a fallu s'adapter aussi à cette demande et on l'a fait. Et si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le souhaite, vous verrez les chariots de Mercura. Mais pas que, disons que je vais dire, ça c'est une anecdote, mais on fabrique aussi pour des hôtels, je vais dire 4, 5 étoiles. Mais c'est vrai, un haut niveau de qualité et d'exigence. Ça, c'est vrai. Mais on travaille en Belgique plutôt le secteur médical, moins le secteur hôtelier, parce que là, ils nous connaissent depuis des années. Mais à l'hôtel Métropole, à Bruxelles, il y a des chariots Mercura et dans d'autres hôtels de Bruxelles également. Et c'est important d'être présent alors dans des hôtels comme ceux-là pour les touristes de passage. Exactement. Aussi. Mais nos produits sont de qualité. C'est de l'aluminium, c'est durable, ça dure 10, 15, 20 ans, parfois plus. Donc, c'est pour ça qu'on doit aller vers l'exportation pour augmenter, évidemment, notre chiffre d'affaires. Ah oui, c'est ça. Donc il y a des chariots que vous avez faits ici qui sont toujours en bon état. Bien sûr. Dans tous les grands hôtels à Bruxelles, vous retrouvez nos chariots sans aucun problème. Dans les hôpitaux également. Oui, tout à fait. Oui. Les savonneries, vous êtes présent à l'hôtel Amigo aussi. Oui, c'est ça. Donc voilà, on travaille avec eux parce qu'ils ont à cœur de pouvoir offrir à leurs vraiment bons clients un beau coffret de savon bruxellois. Voilà, mais je crois que ce qui est important, c'est de vraiment avoir une bonne assise en Belgique, parce que ça nous permet aussi d'avoir des retours sur la qualité des produits pour pouvoir les faire évoluer. Et alors après, évidemment, il faut aller hors de nos frontières. Et par la suite, c'est les frontières hors frontières qui viennent chez nous. Qui reviennent vous chercher. Ça, vous le ressentez aussi, Isabelle Amburger, à la maison Vervloed. Il a fallu d'abord avoir une assise. Bon, évidemment, ça date, peut-être. Non, ça n'a pas. Mais avant de se tourner vers l'étranger, mais obligation à un moment d'aller au-delà des frontières? Oui, bien sûr. Il y a quand même... en Belgique, il y a de très jolis projets, mais il faut quand même avouer qu'on construit rarement des palais. Peu de nouveaux hôtels se développent. Voilà, on a moins de potentiel, disons, chez nous. Donc, c'est vraiment important d'aller à l'étranger. Oui. Et pour s'exporter, alors on va peut-être parler un petit peu maintenant ici des difficultés, de l'investissement que ça représente. Par exemple, comme pour une maison comme Vervloed, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que ça vous coûte aussi d'aller comme ça, que ce soit à Dubaï, aux Émirats Mais on va souvent via des salons. Et donc, ça nous donne l'occasion de rencontrer énormément de monde. Et puis, par la suite, on va revoir les clients. Après un salon, on revisite les personnes sur place. Mais donc, les coûts d'un salon sont élevés, mais c'est encore assez abordable. Idéalement, je rêve d'ouvrir un jour un pop-up store à Londres. Là, on parle de tout à fait autre chose. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
Donc voilà, les prix, ça c'est... On s'envole. Pour vous, finalement, le nœud du problème, c'est d'aller à la rencontre et ça se passe alors via des salons. C'est comme ça. Et les contacts se créent facilement, ça vise sur le long terme, comment? Alors les contacts, par exemple au Moyen-Orient, se font très facilement parce qu'ils sont quand même assez chaleureux et accueillants. Mais c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un en novembre 2017 qu'on aura une commande en décembre 2017. Ça peut mettre 3, 4 ans, parfois beaucoup plus avant qu'un contact vraiment soit concret. Donc il faut semer longtemps à l'avance pour récolter régulièrement. D'accord. Pour la maison d'Andois, difficulté peut-être d'exporter les biscuits, de les faire parvenir à Tokyo par exemple. J'imagine que c'est pas évident. C'est un des points clés aussi dans l'exportation, enfin pas problématique, mais auquel on n'a pas encore tout à fait trouvé la réponse. Actuellement, on les envoie par avion, ce qui est très coûteux. On est en discussion avec un nouveau partenaire qui est très intéressé par développer la maison d'Andois sur le Japon, mais eux demandent, au départ des négociations, de vouloir une production sur place au Japon, ce que nous on veut absolument pas, parce que nous ce qu'on trouve, enfin ce qui est tout le savoir-faire qui est ici, c'est fait parce qu'on travaille avec du beurre belge, avec des sucres belges également, avec des farines locales. Tout est fait dans votre atelier ici, qui se trouve à exactement. Woluwe. Et au-delà du commerce, pour nous, ça a plus de sens de faire ça que de commencer à faire des espèces de mini-ateliers à gauche, à droite. Et donc amène cette question de la logistique, bien entendu, arrive. Et puis celle du financement et d'ouvrir des boutiques. Parce qu'on veut absolument garder le contrôle aussi. On pourrait ouvrir des franchises. C'est un modèle de distribution comme un autre. Le problème avec une franchise, c'est que on se retrouve vite dans des discussions qui ne sont pas toujours très agréables, de locataires, propriétaires, et on perd un peu de nouveau cette âme qui nous est chère. Et donc, on préfère aller à notre rythme de temps en temps. Alors nous, par rapport à vous, on a encore de la marge pour grandir en Belgique. Donc, on va d'abord commencer par ouvrir une première boutique à Anvers dans quelques mois. Oui, c'est ça. Ça, c'est prévu très bientôt. Mais voilà, après, c'est vrai que de manière frontalière, il y a des choix de villes dans lesquelles on pourrait aussi aller ouvrir une boutique petit à petit. Sur fonds propres, évidemment. Et ça, c'est coûteux. Ouais. Bastien Haché, pour les savonneries, envoyer les savons, les faire parvenir en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, ou que sais-je, c'est compliqué. Ça demande aussi une logistique importante. Disons que c'est sûr que les savons, ça a un certain poids. Oui. Maintenant, on a trouvé des partenaires, je ne vais pas faire de la publicité, mais des gens avec qui on sait travailler, qui font des conditions intéressantes, et qui sont là, qui répondent présents pour nous aider dans notre travail quotidien. Ouais, absolument. Et pour Mercura, avec les chariots, c'est encore autre chose? Non, disons que ça se passe très très bien avec nos partenaires, mais c'est avant tout une aventure humaine. Donc pour l'export, ça dépend vraiment des gens que l'on rencontre et des gens qui sont sur place. On a aussi des aides de Bruxelles Invest et Export. Oui. On a eu des stagiaires donc multilingues, dont certains font toujours maintenant partie de la société, et qui nous aident à trouver de nouveaux pays. Donc on développe petit à petit, au travers effectivement aussi de salons. On est présent, il faut suivre les contacts, il faut répondre aux demandes et c'est vrai que c'est comme ça qu'on y arrive. Mais... Oui, et donc justement, Bruxelles Invest et Export, donc la région, est-ce qu'elle vous soutient les uns et les autres? Est-ce que c'est facile d'avoir des aides régionales aujourd'hui quand on est une maison comme les vôtres? Isabelle. Oui, on reçoit un soutien lorsque l'on fait des salons. C'est assez limité toujours dans le temps, donc on ne va pas pendant 10 ans être soutenu pour faire un salon à Dubaï. Non, ce sera pendant 2 ou 3 ans, et puis après... donc ce sont des subsides par projet ponctuel, oui. On a quand même certaines aides. Oui. Nous aussi, pour des petits projets comme un site web, ils aident là-dessus pour en effet un salon... Pour les prospectus, pour du matériel, et ils sont relativement présents pour l'export. Il y a aussi les attachés économiques des pays qui peuvent nous donner l'opportunité de rencontrer des personnes sur place, nous aider pour les stagiaires qu'on envoie dans les pays qu'on veut développer. Et ça, je pense qu'ils sont très très présents également. Donc c'est un réseau qui nous met en relation avec des personnes qui permettent de parler de nous et de faire évoluer notre entreprise dans leurs pays respectifs. Bastien? Mais disons que moi je vois plutôt cette carte-là comme étant quelque chose sur le long terme. C'est pas dans le quotidien que ça va générer des ventes, des contrats. Par contre, établir des relations à plus long terme avec des attachés ou ce genre de personnes, ça peut déboucher sur des choses intéressantes. Et sinon, il y a les participations aux frais lors de salons. Maintenant, parfois, c'est vrai que la réalité de l'entreprise nécessiterait
davantage de réactivité et peut-être avoir des financements qui sont débloqués plus vite. Comme ça, nous, on a davantage la trésorerie qui est assurée et on peut continuer avec moins de soucis en tête dans notre travail quotidien. Ouais. Alors, il reste 1 minute. On va peut-être rapidement vous demander aux uns et aux autres les projets de développement. Comment vous voyez l'avenir? Isabelle, à la Maison Vervloed, par exemple. Alors, vous parliez de Londres, ça c'est un rêve? Oui, Londres, c'est un rêve. C'est aussi continuer à développer cette collection lifestyle que l'on met en route et d'avoir un réseau d'agents plus étendu que celui qu'on a aujourd'hui. Pour la Maison d'Andois, rapidement, Alexandre? On va essayer de sortir de Bruxelles d'abord, oui. Avec nos propres boutiques. Donc aller à Anvers, ça c'est un projet pour le mois de novembre. Et puis ce fameux pop-up corner qu'on va faire dans la Galerie Lafayette pour le mois de novembre, qui va être une fameuse expérience quand même pour nous. Myriam Jacquemin, pour Mercura, les grands objectifs. C'est vraiment accentuer encore la recherche et le développement de nouveaux produits qui correspondent aux besoins du marché et de développer l'export en Europe et à travers le monde, donc de nouveaux partenaires en Europe et ailleurs. Ça, c'est vraiment... Et Bastien, pour les savonneries bruxelloises, alors? Nous, c'est continuer à faire le travail, à travailler la satisfaction de nos clients. Et ça, c'est pour le côté plus fabrique de savon à marque propre. Et alors, au niveau de la gamme savonnerie bruxelloise, c'est continuer à travailler, à étendre la gamme, à aller trouver de nouveaux points de vente, toujours plus ciblés pour trouver les clients les plus à même d'être réceptifs à notre savoir-faire. Très bien. Et bien en tout cas, je crois que le maître mot ce soir, c'était le savoir-faire que vous avez tous partagé les uns et les autres avec nous. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. C'est ici que se termine cette émission. Je vous retrouverai très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'aujourd'hui. Au revoir, bonne soirée.